Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de visioconférence, la session 2024-2025. Ça y est, les vacances sont finies, c'est la reprise. Et puis, donc pour cette nouvelle visioconférence, les Jeux Olympiques sont terminés. Vous avez beaucoup forcé. Donc aujourd'hui, avec Frédéric, on va apprendre comment soulager le mal de dos, le mal peut-être d'avoir passé un peu trop de temps dans le canapé à suivre tous ces événements. Et puis, de nous retrouver en visio, ça vous évite un petit peu la fatigue et le stress de se retrouver tout seul après toute cette grande période sportive. Et donc, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition. Et, et c'est tout. Que Home Transition, du coup, maintenant, cette année? Et oui. Et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Merci à tous de votre présence. Alors, comme je vous l'ai dit, on a une nouvelle version de se connecter sur nos visioconférences. Donc, n'hésitez pas à nous laisser, à nous faire un petit retour si vous ne vous voyez, si vous avez des soucis. Donc là, par exemple, il y a Gisèle qui ne voit pas la présentation. Donc, Gisèle, je vous invite à quitter et puis à vous reconnecter en n'utilisant pas Teams, mais en utilisant le navigateur. Et logiquement, ça devrait fonctionner et on essaiera de voir comment on peut faire pour les prochaines sessions. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, je suis là pour répondre à vos questions, gérer les éventuels problèmes techniques. Et puis, vous avez un petit onglet Q et R, questions et réponses, pardon, je le faisais en anglais, mais ça marche pas. Donc, questions et réponses, vous pouvez poser vos questions et on peut répondre directement à vos questions dans cet onglet-là, ou alors vous avez un petit onglet conversation, donc celui-là est plus habituel. Vous pouvez jongler avec les deux et puis on essaiera de s'habituer. Donc, je suis là pour vous présenter cette visioconférence et vous dire aussi que pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, vous allez sur go.movadom.com/visio et je vais laisser la parole à Frédéric qui va se présenter très rapidement et puis moi, pendant ce temps-là, je vais répondre à Gisèle dans la barre de conversation puisqu'elle a toujours des petits soucis. Frédéric, à toi de jouer. Merci beaucoup Pascal. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Frédéric Nicolas, je suis kinésithérapeute et j'interviens beaucoup en prévention, donc que ce soit prévention des chutes auprès des seniors ou également en prévention en entreprise sur tout ce qui est prévention des TMS. Les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Voilà. Donc, l'objet de notre visio d'aujourd'hui, c'est soulager le mal de dos. Alors déjà, je voudrais remercier Pascal qui nous a laissé une photo de lui, vous voyez, après ses vacances. Ça, c'est Pascal à la salle de sport. Merci beaucoup, Pascal, Ah, pour la photo. tu n'as pas pris le contrôle, donc il n'y a que Ah, toi qui me vois. il y a que... Alors, je n'ai pas pris le contrôle Alors, et ça je n'ai... doit avoir un bouton contrôler. Non. Eh ben, oui, voilà, Voilà, ça le y est, bouton. Ça y est, parfait. c'est bon? Tout le monde voit Pascal à la salle de sport? On est bon, C'était à la fin de super. mes vacances. C'est vrai que tu étais pas mal bronzé quand même, hein. Allez, on va reprendre notre sérieux 2 petites secondes. Donc, pour que vous compreniez bien comment est-ce qu'il faut faire, enfin pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à son dos et comment est-ce qu'on peut soulager ces problèmes de dos, ce que je vous propose déjà, c'est de faire un petit résumé, une petite introduction sur l'anatomie de la colonne vertébrale. Donc, comme vous le savez, la colonne vertébrale, elle est composée de 24 vertèbres. Ces 24 vertèbres, elles reposent sur ce que vous avez en bas là, qui est le sacrum. Ce sacrum, il fait partie du bassin. Chaque vertèbre, elle est constituée d'un corps vertébral que vous allez retrouver en avant de la vertèbre, ici, et en arrière de ce corps vertébral, vous avez ce qu'on appelle l'arc postérieur. L'arc postérieur, il forme un canal dans lequel va passer la moelle épinière.
Ce canal, ça s'appelle le canal vertébral. Donc, il permet le passage de la moelle épinière et des nerfs qui vont émerger de la moelle épinière. Si vous regardez sur la partie gauche de la diapositive, vous vous apercevez que dans un plan sagittal, donc la première colonne vertébrale que vous voyez, elle est représentée dans le plan sagittal, vous vous apercevez que votre colonne vertébrale, elle n'est pas tout à fait droite. Elle a plusieurs, ce qu'on appelle des courbures. Donc il y a une première courbure au niveau cervical, vous avez une deuxième courbure au niveau thoracique et une troisième courbure au niveau lombaire. Cette courbure lombaire, c'est la dernière courbure qui est apparue au cours de l'évolution de l'homme. Cette courbure lombaire, elle est apparue au moment où l'homme, où nous avons commencé à nous tenir debout de manière plus régulière. En fait, ces trois courbures différentes, elles permettent d'avoir une meilleure stabilité et une meilleure solidité de l'empilement de ces vertèbres pour soutenir l'ensemble du corps. Alors, si on revient sur la partie droite de cette diapositive, vous voyez que entre chaque corps vertébral, entre chaque vertèbre, vous avez en rouge ici le disque intervertébral. Ce disque intervertébral, il va avoir deux actions. La première action, c'est qu'il va permettre aux deux vertèbres de s'articuler entre elles. Et la deuxième action, en fait, il a un rôle d'amortisseur parce que ce disque, il a une capacité à se déformer et à se reformer derrière. Dans le disque intervertébral, vous avez deux parties. Imaginez un 33 tours ou un 45 tours. Je pense que ici tout le monde a déjà connu les disques vinyles. Hein. Je pense que si je faisais la même présentation dans l'école de mon fils, ça passerait pas. Mais ici, je pense que tout le monde s'imagine à peu près ce que c'est qu'un disque vinyle. Et ben en fait, on peut imaginer, on peut caractériser, on peut schématiser le disque intervertébral comme étant un disque vinyle. Vous avez la partie extérieure qui est une partie fibreuse et la partie centrale qui est une partie molle. C'est le noyau du disque. Et si vous mettrez trop de contraintes sur vos disques intervertébraux, alors ça c'est surtout vrai au niveau cervical et au niveau lombaire, si vous mettez trop de contraintes, à force de répéter ces contraintes, si vous écrasez trop vos disques, donc en fait si vous vous penchez trop souvent en avant et trop longtemps, vous allez fissurer la partie externe, la partie fibreuse, et à ce moment-là, il y a un risque que la partie liquide, la partie molle au centre, le noyau, s'échappe par cette fissure. Et là, vous avez ce qu'on appelle une hernie discale, en fait. Voilà. C'est comme ça que se forment les hernies discales. Tout à l'heure, je vous ai dit que entre chaque vertèbre sortait. Alors non, je ne vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas présenté comme ça. Je vous ai parlé des nerfs qui émergeaient de la colonne vertébrale, de la moelle épinière, pardon. Ces nerfs, ils vont sortir entre deux vertèbres. Vous avez une racine nerveuse qui sort de chaque côté, donc une racine nerveuse qui sort à droite, une racine nerveuse qui sort à gauche, et ces racines nerveuses, elles vont se rassembler entre elles et elles vont former les troncs nerveux. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre au niveau anatomie? Cette moelle épinière qui chemine dans le canal rachidien, dans le canal vertébral, elle va être entourée par des enveloppes qu'on appelle des méninges. Et au niveau de ces méninges, vous avez un liquide qui circule, qui s'appelle le liquide céphalorachidien, et qui va permettre à la fois à la moelle épinière de coulisser dans son enveloppe, et également ce liquide céphalorachidien, il va nourrir cette moelle épinière. Donc, pour terminer avec ça sur l'anatomie, la moelle épinière, elle démarre au niveau de votre crâne, puisqu'elle sort de votre tronc cérébral, et elle va s'arrêter, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, elle ne descend pas jusqu'au sacrum. Votre moelle épinière, elle va s'arrêter à peu près au niveau de L1 ou de L2, ça va dépendre des personnes. Et en dessous, on n'est plus du tout sur un tronc
un tronc nerveux comme on peut avoir dans la partie haute de la colonne, mais on va être sur des filaments. Et ces filaments de moelle épinière, ça s'appelle la queue de cheval. Voilà. Et qui vont, eux, s'occuper de tout ce qui est mobilité et sensibilité du bassin et des membres inférieurs. Cette colonne vertébrale, alors, elle va tenir debout, voilà, si on veut. Elle va tenir debout grâce à deux choses. En fait, la première chose, ça va être une stabilité passive. Cette stabilité passive, elle est due à la forme des vertèbres qui vont s'empiler les unes sur les autres. Elle est également due à la présence des disques intervertébraux, comme on l'a dit tout à l'heure. Et également, il va y avoir une stabilité active. La stabilité active, elle va être due à plusieurs choses. La première chose, ce sont les ligaments qui sont tendus entre chaque vertèbre. Donc des ligaments qui sont tendus entre chaque vertèbre, il y en a au niveau de l'arc postérieur, vous vous souvenez, c'est la partie arrière de la vertèbre. Il y a également des ligaments qui se trouvent à l'intérieur du canal vertébral au niveau des corps vertébraux. Et vous avez également, dans cette stabilité active, vous avez des muscles. Alors là, je vous ai représenté sur cette diapo-là, vous voyez les grands muscles qui traversent ou qui croisent votre colonne vertébrale. Il faut savoir qu'il y a également des tout petits muscles qui vont être tendus vraiment entre chaque étage vertébral. Les tout petits muscles qui sont tendus entre chaque étage vertébral, ce sont des muscles qui vont être contractés en permanence et ce sont eux qui vont assurer la stabilité de deux vertèbres entre elles. Les grands muscles que vous avez et qui sont représentés sur cette diapositive, ils vont vous servir à avoir des mouvements de votre colonne vertébrale de grande amplitude. Les mouvements qu'on peut avoir au niveau de la colonne vertébrale, vous avez des rotations, vous avez, alors on va dire torsion, comme ça c'est plus simple que rotation. Vous avez également des inclinaisons vers l'avant ou vers l'arrière. Et ces gros muscles, ces grands muscles qui vont croiser plusieurs étages de votre colonne vertébrale, ils vont aussi vous permettre de tenir en position debout. Ensuite, quels sont les risques que vous pouvez trouver au niveau, quels sont les risques qu'il peut y avoir au niveau de votre colonne vertébrale et au niveau de votre dos? Le risque le plus important, le plus courant, en fait, ça va être ce qu'on appelle l'accentuation des courbures. Vous voyez ce petit bonhomme, là, il vient porter une charge. Il va, si on revient rapidement sur cette vertèbre-là, vous voyez au niveau de la partie lombaire ici, vous avez une courbure, votre colonne elle est concave vers l'arrière. Ici, le bonhomme qui porte la charge, il a complètement effacé cette courbure, voire il a emmené sa colonne dans une courbure inverse à celle qui est présente à l'origine. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un effacement de cette courbure. Les courbures au niveau de la colonne vertébrale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Leur but, c'est de répartir de façon homogène les contraintes au niveau articulaire, et ça va permettre également à votre corps de dépenser un minimum d'énergie pour tenir la colonne vertébrale debout et pour bouger, pour avoir des mouvements au niveau de chaque vertèbre. Une modification de cette courbure, là on parle de la courbure lombaire, une modification de cette courbure de manière prolongée, c'est-à-dire adopter une posture de manière longue ou une modification de courbure de manière répétée, c'est-à-dire des mouvements répétés, en fait elle va engendrer des contraintes qui vont être des contraintes lésionnelles. Je vous parlais au tout début des hernies discales. En fait, c'est dans ces positions-là que vous allez avoir tendance, qu'il va y avoir un risque à créer une hernie discale. Mais également, ça peut être des
des contraintes qui peuvent être lésionnelles au niveau de toutes les structures que vous avez autour de la colonne. Les nerfs, les ligaments et les petits muscles qui sont tendus entre chaque vertèbre. Là, on est dans on parle d'un effacement de courbure, mais ou d'une accentuation de courbure, ça dépend. Le risque, il est également présent si vous faites des torsions ou des inclinaisons trop importantes de la colonne en portant une charge. Ça, c'est les risques qui sont, on va dire, visibles, qui sont les plus connus, mais il y a un risque dont on commence à parler maintenant de plus en plus, et le risque qui est également très grand pour votre colonne vertébrale, c'est la sédentarité. Ne rien faire, rester allongé sur son canapé pendant très longtemps. On a conseillé aux gens qui avaient mal au dos de rester allongé sur le canapé, d'attendre que la douleur passe. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est absolument pas un conseil valable et que c'est pas le repos qui va permettre d'améliorer les choses. Un temps plus tard, ils ont encore mal au dos. Tout à fait, tout à fait. Ça, C'est ça, peut-être même, ça, ça rejoint un petit peu même la pire. question. Oui, c'est sûr. Ça rejoint un petit peu la question. Quand on est âgé ou en situation de handicap, on peut avoir une perte des muscles. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, comment est-ce qu'on peut compenser ça Alors, dans la compenser, suite? on y revient juste après. Euh, je vais juste préciser une chose avant d'aller plus loin. Je ne vous connais pas, je vous ai jamais eu comme patient. L'objectif de cette visio, c'est pas de faire des soins, hein. On est vraiment sur de la prévention. Je ne connais pas vos pathologies, je ne connais pas vos facteurs de risque et je ne connais pas vos limitations fonctionnelles. L'idée de cette visio, de ce webinaire, ce n'est absolument pas de vous donner des bons gestes et des bonnes postures parce qu'on est tous différents, on a tous des morphologies différentes, on a tous des pathologies acquises ou des limitations fonctionnelles qui nous sont acquises. Et il est complètement impossible de conseiller les bons gestes et les bonnes postures à quelqu'un sans avoir fait de bilan avant. Voilà. Donc, ce que je vais vous donner, ce sont des conseils qui sont tout à fait généraux. Et si vous avez besoin d'avoir des conseils beaucoup plus spécifiques ou beaucoup plus ciblés et beaucoup plus personnalisés, je vous invite à vous rapprocher soit de votre médecin, soit de votre kinésithérapeute. Et c'était ça la diapo qui allait avec ce que je viens de vous dire. Je suis un petit peu à la bourre, excusez-moi. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour bien porter une charge? Là, pour vous donner une petite idée, le petit bonhomme en bleu doit porter une charge de 25 kg. S'il fait ce qu'on appelle la grue, dans la première position sur votre gauche, la contrainte qui va se porter sur ces disques intervertébraux au niveau lombaire, ça va être environ de 375 kg au centimètre carré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à peu près de ce que ça donne. Tout à l'heure, je vous disais que le disque intervertébral, il était composé d'une partie qui était friable, qui était la partie externe. 375 kg de pression sur un disque intervertébral. Si vous répétez l'opération un peu trop souvent, il ne va pas vous falloir très très longtemps avant de vous créer une belle petite hernie discale. Et par comparaison, vous voyez que dans la deuxième diapositive, dans le deuxième petit bonhomme, lui, il va avoir une posture qui va être beaucoup plus économique, puisqu'il ne va pas du tout augmenter ou effacer sa courbure au niveau lombaire ici. Il va vraiment respecter cette courbure lombaire et tout de suite, on voit la différence avec la même charge portée, donc, qui était de 25 kg. La pression qui va s'exercer sur ces disques intervertébraux et sur ces vertèbres, elle sera uniquement de 75 kg au centimètre carré. Donc la différence est quand même
extrêmement énorme, hein. Et bien entendu, plus vous allez écarter la charge de vous, plus vous allez augmenter cette pression au niveau de vos disques et de vos vertèbres. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour bien porter? En fait, alors là, pour le coup, ça c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Pour bien porter une charge, le plus important, il faut être déjà le plus proche possible de la charge. Si vous êtes le plus proche possible de la charge, vous diminuez fortement le bras de levier. Deuxièmement, il faut avoir les pieds stables. La meilleure solution, c'est d'avoir les pieds qui viennent encadrer la charge que vous devez porter, parce que comme cela, vous allez vous retrouver, vous allez avoir votre centre de gravité qui va être juste au-dessus de la charge, et ce sera très économique, et vous allez pouvoir utiliser la force de vos jambes plutôt que la force de vos bras pour pouvoir lever cette charge. Autre conseil, on fléchit les genoux. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, malheureusement pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Les gens qui ont de l'arthrose, les gens qui ont subi une prothèse de genou, éventuellement, vous allez peut-être avoir des difficultés pour fléchir les genoux. Il faut avoir une prise de la charge qui va être solide, bien sûr. Troisième conseil, il faut que vous utilisiez la force de vos jambes plutôt que d'utiliser la force de vos bras. D'où l'intérêt de fléchir ses genoux. Et bien entendu, quand vous devez déplacer cette charge, plus vous gardez la charge près du corps, moins l'effort que vous allez devoir faire pour tenir cette charge et la porter va être important. Alors, comment est-ce qu'on peut faire également? Quelles sont les positions qu'on peut adopter pour protéger son dos quand on doit faire des activités de la vie quotidienne, hein? Ça peut être du jardinage, le ménage, du bricolage, ce que vous voulez, ramasser un objet au sol. Il y a plusieurs petites astuces qu'on peut mettre en place. L'objectif de ces astuces étant toujours de respecter au maximum les courbures de votre colonne vertébrale. La première astuce qu'on peut mettre en place, qu'on peut utiliser pour protéger son dos, c'est la fente. La fente, ça correspond au fait de mettre une de vos jambes qui va être placée en avant et vous gardez l'autre en arrière et vous reposez cette jambe sur votre genou. Donc je vais devancer les remarques qui vont m'être faites tout de suite. Effectivement, ça peut être douloureux pour certains de poser son genou au sol quand on a de l'arthrose ou quand on a été opéré d'une prothèse de genou. Alors vous chercherez, vous trouverez très facilement sur Internet. Il y a aujourd'hui tout un tas de protections qu'on peut mettre au niveau des genoux et c'est des protections en mousse, hein, qui vont vous permettre de diminuer l'appui au niveau du genou. Toutes les astuces que je vais vous donner là pour protéger son dos, en fait, l'objectif, c'est d'une part, respecter les courbures lombaires, diminuer les bras de levier que vous allez pouvoir exercer au niveau de vos muscles et également abaisser votre centre de gravité, ce qui va vous permettre d'avoir une stabilité qui va être meilleure et surtout, si vous abaissez votre centre de gravité, les muscles de votre dos vont avoir moins de travail à produire pour garder votre dos dans une bonne position. La deuxième astuce que vous pouvez utiliser quand vous avez besoin de vous pencher en avant ou d'aller chercher quelque chose ou de faire une action en se baissant, la deuxième astuce que vous pouvez utiliser, au lieu justement de faire la grue, c'est par exemple de fléchir les genoux. Même chose, la flexion des genoux, elle va vous permettre d'abaisser de votre centre de gravité tout en respectant la courbure lombaire. Vous voyez là, le bonhomme qui est juste là, il est en train de poser un plat ou ramasser un plat dans un placard qui est situé relativement bas. Il a une flexion de genou qui est importante.
Et on voit que en ayant une flexion de genou importante, eh ben, ce brave monsieur, il va respecter sa courbure lombaire. Cette position, en fait, vous la retrouvez dans tous les manuels de renforcement musculaire. C'est ce qu'on appelle le squat. Donc, en plus d'être économique, cette position, elle va vous permettre de faire travailler les muscles de vos cuisses. Bien entendu, il ne faut pas que vous utilisiez tout le temps la même position pour protéger votre dos. Si vous êtes amené à faire des mouvements répétés, je vous conseille et je vous recommande d'alterner les différentes positions. Troisième position qui va vous permettre de protéger votre dos et d'économiser votre dos, ça va être les fesses en arrière. Quand vous avez besoin, par exemple, comme ce monsieur, de bêcher votre jardin, de faire un trou, de ramasser quelque chose au sol, si vous vous penchez légèrement le haut du corps en avant, mais que vous pliez les genoux, un peu comme tout à l'heure dans la position squat, mais en fait, vous vous apercevez que ici, vous respectez aussi énormément également votre courbure lombaire et, bien entendu, la courbure au niveau thoracique et la courbure au niveau cervical. Dernière position, dernière astuce, et ben finalement, c'est de faire balancier avec une de vos jambes. Là, vous êtes en équilibre. Alors, voilà, c'est peut-être plus difficile pour les gens qui ont des troubles de l'équilibre. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre également appui sur un meuble juste à côté ou sur le mur. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc là, même chose, ce positionnement, il va être très intéressant quand vous allez avoir besoin de ramasser quelque chose au sol, quand vous allez avoir besoin de finalement d'approcher une charge qui est un petit peu éloignée de vous. Dans cette position-là, vous allez pouvoir attraper la charge et la tirer vers vous. Alors ensuite, alors ça c'est pas Pascal par contre, cette photo-là, il a des oreilles qui sont beaucoup plus petites. Non, merci. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Qu'est-ce que signifie cette diapositive? En fait, bien souvent, et ça on le voit très souvent dans nos cabinets en consultation avec nos patients, les gens attendent beaucoup trop avant de consulter. Voilà, je vois que Frédéric a trouvé la solution. En fait, il faut que, une fois que la douleur est installée, c'est trop tard. Vous auriez dû faire quelque chose avant. Voilà ce que voulait dire cette diapositive. En fait, ce que je vous recommande, c'est de vraiment écouter votre corps. Quand la douleur est présente, c'est que il est trop tard, c'est que le problème s'est installé. Et en fait, vous avez oublié, vous avez raté, ou au contraire, vous n'avez pas écouté les signes avant-coureurs de cette douleur. Généralement, il y a plusieurs signes avant-coureurs avant que la douleur ne s'installe. Vous pouvez avoir par exemple une perte d'amplitude au niveau de vos articulations. Vous allez avoir une perte de force au niveau de vos muscles. Vous allez avoir une perte de force. Il peut aussi y avoir une perte d'endurance, c'est-à-dire que vos muscles vont se fatiguer beaucoup plus vite. Et ben en fait, ces signes avant-coureurs, ils peuvent déjà vous alerter et il faut absolument faire quelque chose avant que la douleur ne s'installe. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de traiter son corps une fois que la douleur est installée, alors qu'avant, il y a énormément de choses qu'on peut faire, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour éviter justement que cette douleur s'installe. Alors, diapositive suivante. Donc, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai dit que un des principaux risques au niveau pour protéger son dos, c'était la sédentarité, le fait de ne pas bouger, le fait de rester tranquillement à la maison dans son canapé en regardant les rediffs des Jeux Olympiques ou des Feux de l'amour, comme vous voulez. C'était pas bon. Il faut à tout prix que vous évitiez la sédentarité. Il faut que vous évitiez de garder la même position trop longtemps. C'est exactement les mêmes conseils que ce qu'on donne
quand on va faire des interventions en entreprise chez les gens qui travaillent derrière un ordinateur, les gens qui travaillent derrière un bureau, on leur recommande de se lever régulièrement de leur chaise, d'aller faire un tour du plateau sur lequel ils travaillent. En fait, ça va vous permettre d'oxygéner vos muscles et surtout d'augmenter l'afflux sanguin au niveau des muscles. Dans l'afflux sanguin, le sang, ça va permettre d'oxygéner vos muscles, ça va permettre de libérer, d'éliminer toutes les toxines que vous avez accumulées au sein de vos muscles. Ça va amener des nutriments pour nourrir vos muscles. Donc vraiment, le mouvement, c'est super important. Et si il y a une douleur, si par exemple au niveau lombaire, les gens qui me disent oui, mais au niveau lombaire, moi j'ai vraiment mal et ça m'empêche de bouger, eh bien écoutez, essayez d'utiliser une petite ceinture lombaire élastique, quelque chose qui va pas trop vous contraindre, quelque chose qui ne va pas trop vous empêcher de bouger et vraiment essayez de trouver la solution pour réussir à bouger quand même. Alors, on a vu qu'il fallait bouger, on a vu qu'il fallait conserver, qu'il fallait essayer de respecter les courbures au niveau lombaire. Maintenant, quelles sont les routines, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour limiter au maximum l'apparition des douleurs au niveau du dos? Alors, déjà, la première chose à faire, il faut que vous renforciez vos muscles. On a vu tout à l'heure que les muscles, ils permettent de tenir la colonne vertébrale en position droite. Ils vont permettre le mouvement. Plus vous allez avoir des muscles qui vont être en bonne santé, plus les mouvements vont être facilités, plus la position debout ou la position assise va être facilitée. Alors, renforcer les muscles, ça ne signifie pas forcément, comme ce que fait Pascal à la salle de sport, là on l'a vu sur la première diapo, hein, c'est pas forcément faire du volume et c'est pas forcément augmenter les masses musculaires. Le renforcement musculaire, c'est aussi et surtout, ça permet surtout de garder une bonne trophicité à ces muscles. Qu'est-ce que c'est que la bonne trophicité du muscle? C'est conserver une bonne élasticité de la fibre musculaire et c'est conserver une bonne capacité à se contracter et à se détendre. Plus vous allez avoir une bonne trophicité au niveau de vos muscles, plus les mouvements que vous allez pouvoir faire, plus les positions que vous allez pouvoir adopter vont être facilitées. Si vous cherchez un tout petit peu sur Internet, vous allez trouver tout un tas d'exercices que vous pouvez faire sans forcément avoir besoin de vous prendre un abonnement dans une salle de sport. Il y a plein d'exercices que vous pouvez faire. Ce sont des exercices qu'on appelle au poids du corps, où en fait vous n'avez pas besoin d'aller investir dans des haltères ou dans des kettlebells ou des choses comme ça. Juste en travaillant contre le poids de votre corps, éventuellement en rajoutant des petits élastiques pour faire de la résistance ou des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment hyper simple et il y a tout un tas d'exercices que vous pouvez trouver sur Internet. Renforcer ses muscles, c'est une bonne chose. Maintenant, je vous ai parlé de trophicité, je vous ai parlé de capacité contractile, d'élasticité. Donc il faut aussi que vous mobilisiez votre colonne, que vous mobilisiez vos muscles pour conserver des amplitudes articulaires qui soient convenables. Qu'est-ce que c'est que mobiliser sa colonne ou mobiliser ses muscles? En fait, c'est les étirer, c'est ce qu'on a appelé les étirements, le stretching, qui va vous permettre de détendre vos muscles. Ça va permettre de redonner une bonne longueur à vos fibres musculaires, et ça va permettre, cette bonne longueur de vos fibres musculaires, ça va permettre à vos articulations d'avoir des bonnes amplitudes. Il faut savoir qu'un muscle qui aura été étiré aura une meilleure oxygénation et il y aura une augmentation du flux sanguin avec plus d'oxygène et plus de nutriments au niveau de ce muscle, parce que l'oxygène et les nutriments, ils sont apportés par le sang. Ça va aussi permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'éliminer les toxines qui sont les résidus de la contraction musculaire. Donc, si vous éliminez les toxines, en fait, vous allez, par exemple,
diminuer le risque d'avoir des courbatures. Donc si vous diminuez le risque d'avoir des courbatures, vous allez donner à votre muscle une meilleure facilité à se contracter. Et vous risquez, et également, vous éliminez le risque de crampe. Une bonne séance d'étirement, ça va vous permettre de... Alors, Frédéric voudrait celle-ci. Sinon, je reviens sur celle-là. Ou alors, ça va également permettre de diminuer le risque de blessure. En fait, si votre muscle est en bonne condition, s'il a une bonne contractilité, s'il a une bonne capacité à s'étirer, quand vous allez devoir faire un effort, vous risquez, vous allez diminuer votre risque de blessure, donc vous ne risquez pas de vous faire des déchirures ou des déchirures, c'est pas mal. Voilà. Et une bonne séance d'étirement ou une bonne séance de stretching, ça va également permettre d'activer la pompe cardiaque et donc d'avoir une meilleure circulation et également d'activer votre circulation lymphatique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, effectivement, si vous allez chez votre médecin, là je vais peut-être pas forcément me faire que des copains, mais votre médecin va souvent vous conseiller de prendre des anti-inflammatoires ou des antalgiques. Je vous disais tout à l'heure que quand la douleur a été installée, c'était parfois trop tard. Maintenant, votre douleur, elle va aussi avoir un rôle très important. C'est que ça va être un très très bon indicateur. La douleur, elle va vous permettre de savoir exactement jusqu'à quel point vous pouvez faire travailler vos muscles, jusqu'à quel point vous allez pouvoir faire travailler votre corps. Si vous prenez des antalgiques ou des anti-inflammatoires, effectivement, ça va saturer les récepteurs de la douleur. Vous n'aurez plus mal, ou vous aurez moins mal à voir. Maintenant, vous allez surtout perturber votre niveau d'appréciation de la douleur. Et finalement, le fait de perturber ce niveau d'appréciation de la douleur, bah, vous n'allez pas savoir jusqu'où vous pouvez aller. Et vous risquez même d'augmenter votre douleur par la suite. Donc si vous pouvez vous passer d'antidouleur ou d'anti-inflammatoire, à mon point de vue, je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous pouvez également mettre en place? Eh bien, écoutez, vous pouvez déjà faire appel à des professionnels de santé, que ce soit votre médecin traitant ou un médecin spécialiste. Vous pouvez suivre les conseils de votre kinésithérapeute, vous pouvez voir avec lui pour qu'il vous mette en place des séances de renforcement musculaire. Il y a également des bons conseils qui peuvent être des conseils qui peuvent être bons à prendre auprès des ostéopathes. Voilà, toutes ces professions-là, ce sont des professions qui vont s'intéresser à votre corps, à toute sa mobilité. Un ostéopathe, ça va vous permettre ça va permettre de redonner de la mobilité à votre corps. Le kiné, il va vous aider à mettre en place des séances de renforcement musculaire, des séances de stretching, et votre médecin traitant, c'est lui qui va vous aiguiller vers les professionnels et les spécialités qui peuvent être intéressantes pour vous. Alors, là, on était dans la prise en charge sérieuse de vos problèmes de dos. Il y a également tout un tas de choses qu'on va vous conseiller. Je pense que à un moment donné, il faut quand même être relativement lucide. Il n'y a que vous qui pouvez améliorer votre condition physique. Hein. Il y a aujourd'hui, en préparant cette visio là, donc ça tout le monde connaît, hein, le t-shirt. Il y a il y a énormément de marques qui se sont placées sur ce marché-là. Ça ne va pas régler vos problèmes. Un t-shirt comme ça, en fait, la seule chose, c'est que ça va être un outil psychologique. C'est-à-dire que
ils sont faits de telle manière, ils sont dessinés de telle manière que lorsque vous mettez que vous n'êtes pas dans une position tout à fait correcte pour conserver vos courbures, finalement, ça va tirer sur les fibres du t-shirt et ça ne va pas être agréable. Maintenant, si vous n'avez pas des muscles suffisamment forts, vous pourrez mettre toutes les épaisseurs de t-shirt que vous voulez, ça ne changera strictement rien. Ce que je vous disais, c'est qu'en préparant cette vidéo, alors j'ai cherché un petit peu quels étaient les remèdes miracles qu'on trouvait sur Internet pour, euh, pour régler les problèmes de dos. Donc là, les t-shirts, c'est la chose que vous trouvez tout de suite. J'ai même vu des sites Internet où ils vous recommandaient de faire des injections de sérum physiologique au niveau des Waouh. vertèbres. Ouais, ouais, ouais. Là, et après, bon, alors après, il y a toutes les remèdes naturels que vous pouvez trouver. Donc là, je vous en cite juste quelques-uns, hein. Alors, il y a apparemment le cataplasme de verveine, ça fait énormément de bien. Il y a l'huile de millepertuis également, l'écorce de saule blanc, le cataplasme de moutarde est apparemment effectivement aussi très très recommandé sur certains sites. Bon, voilà, je pense que après tout ce que je vous ai expliqué, je pense que voilà, vous avez compris, hein, clairement, il faut bouger, il faut entretenir son corps, il faut renforcer ses muscles, il faut garder de la bonne trophicité à ses muscles. Et c'est certainement pas en vous enduisant le corps de moutarde, qu'elle soit de Dijon ou à l'ancienne, ça ne réglera pas vos problèmes. Voilà. Moi, dans le journal, Euh, j'avais vu un mage africain qui pouvait soigner les mal de dos par téléphone contre un numéro de carte bancaire. alors après, est-ce que c'était le même que celui qui ramène l'amour perdu aussi? Non, Oui, c'était oui, peut-être celui-là, hein. Ouais, 48 heures, ouais. ouais. Euh, Alors, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a la Caisse nationale d'assurance maladie qui a fait quelque chose de pas mal. Et je pense que là, pour le coup, il faut le souligner pour une fois qu'ils font quelque chose de bien. Ils ont mis en place une application qui s'appelle ActiveDo. Donc, ActiveDo, est-ce que je l'ai marqué? Non, je ne l'ai pas marqué. Il faudra que je modifie ma diapo. Donc, ActiveDo, je vais vous le mettre dans la conversation. Et j'essaierai même tout à l'heure, à la fin de cette présentation, d'aller vous chercher le lien sur Internet, donc l'application ActiveDo. Euh, vous pouvez également essayer de vous rapprocher. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont mises en place. Et vous pouvez essayer de vous rapprocher des CCAS de votre commune ou des clubs seniors ou des associations, euh, que ce soit les associations sportives de vos communes ou les associations seniors. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont mises en place au niveau de l'activité physique adaptée. C'est-à-dire que vous allez avoir à votre disposition des cours qui sont animés soit par des profs de sport, soit même par des kinés, hein, et qui sont vraiment destinés à une population entre guillemets fragile. Et ça va vous permettre, pour ceux qui ont du mal à reprendre une activité physique tout seul de votre côté, vous allez être encadré, vous allez être accompagné, et il va y avoir une émulation qui va se créer au sein de ce groupe, et ce sera beaucoup plus facile. Euh, pour les personnes qui souffrent d'affections de longue durée et qui ont du mal à bouger, ou qui ont du mal à pratiquer une activité physique adaptée, vous pouvez également demander à votre médecin traitant de vous prescrire du sport sur ordonnance. Alors ça, c'est quelque chose de très nouveau qui est en train de se mettre en place un petit peu partout. Vous avez ce qu'on appelle des maisons sport santé, euh, qui, en fait, vous permettent d'avoir accès à des cours de sport. Il y a un bilan d'entrée qui est fait, donc qui va vous permettre qui va permettre aux profs d'identifier vos problèmes, d'identifier vos limitations et surtout d'identifier vos besoins. Sur quel type, sur quel groupe musculaire est-ce qu'il faut travailler en priorité, euh, et, et dans quelle mesure, quelle résistance est-ce qu'on peut mettre. Enfin voilà, donc c'est vraiment extrêmement adapté. Et ça, il doit y avoir, alors il faudrait que vérifier, mais il doit y avoir une prise en charge possible par vos mutuelles. C'est quelque chose qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Le terme sport sur ordonnance est assez trompeur,
Mais par contre, il y a des mutuelles qui prennent en charge et il y a également des communes qui participent à ce genre de dispositif et qui prennent en charge une partie des séances. Euh, et dernière chose, alors qui regroupe un petit peu tout ça, mais euh, là, ce que je vous disais, l'activité physique adaptée, le sport sur ordonnance, ça va être destiné à des gens qui vont avoir plutôt déjà des petits soucis, des petites limitations qui vont être installées. Euh, L'objectif de cette visio et de beaucoup de visios qu'on fait avec Movadom, c'est de parler prévention, hein. On est sur de la prévention primaire, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de vous informer avant que les problèmes arrivent. Et dans le même état d'esprit, vous pouvez également essayer de mettre en place des petites routines de gym santé préventive. Pour ceux qui habitent dans l'ouest de la France, il y a une structure qui est montée par des kinés qui s'appelle Kiné Ouest Prévention, qui est très très dynamique et qui organise des cours de gym santé préventive dans pas mal de communes. De mémoire, il y a la même chose en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a également la même chose en Île-de-France, mais c'est beaucoup plus clairsemé. Mais enfin voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper, il y a vraiment, je vous incite énormément à, je vous incite énormément à prendre en charge votre corps aujourd'hui avant que les problèmes s'installent. Euh, Ouais. et c'est pour ça que j'avais choisi cette petite diapositive. Euh, je me souviens ce que nous disait un prof de kiné quand dans nos cours de prévention, en fait, il nous disait il vaut mieux s'occuper de son corps aujourd'hui pour ne pas avoir à s'occuper de ses problèmes demain. Voilà. Et c'est avec cette très belle phrase que je vais terminer cette présentation. Alors, J'espère qu'elle vous aura plu. Et on a, maintenant, si vous avez des questions, on a je une suis petite question de Catherine qui nous parlait de yoga. Est-ce que le yoga, bien sûr c'est bien? Est-ce que c'est contre-indiqué en cas de lombalgie ou est-ce que il faut juste écouter son corps? pas du tout. Ah non, non, au contraire. Au contraire. Alors après, le yoga, c'est très bien, mais le mouvement n'est pas du tout déconseillé en cas de lombalgie à partir du moment où vous respectez la douleur. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la douleur, ça va être votre meilleur indicateur. Vous avez le droit d'avoir mal pendant que vous faites votre séance de yoga ou votre séance de gym ou votre séance de renforcement musculaire. Il faut que ce soit bien entendu une douleur qui va être supportable, hein. N'allez pas avoir une douleur aiguë pendant votre séance de sport. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que cette douleur, elle persiste une heure et demie après que vous ayez terminé votre séance. Si cette douleur persiste après que vous ayez terminé votre séance, plus d'une heure après que vous ayez terminé votre séance, c'est que vous avez été trop fort et donc la prochaine fois, il faudra y aller un peu plus doucement. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous invite, avant d'ouvrir vos micros et de poser vos questions à Frédéric, à remplir le questionnaire de satisfaction. Donc, vous pouvez le remplir en cliquant sur le petit texte bleu, cliquez ici, ou alors je vous mets le lien dans la barre de conversation. N'hésitez pas à faire ce retour, puisque c'est important pour nous que vous y répondiez, puisque nous pouvons faire un retour à nos financeurs, que sont la conférence des financeurs des départements, suite à ces visioconférences. Et puis, vous avez un petit onglet qui vous permet de mettre un petit commentaire ou éventuellement des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde un peu plus tard. Je vous mets le lien pour revoir donc toutes nos visions en replay, pardon. C'est sur la chaîne Movadom sur YouTube. Alors, soit vous cliquez sur le lien, soit vous allez sur YouTube et vous cherchez Movadom, ou vous tapez Gwendoline Cotrez, tapez Gwendoline, tapez pas sur Gwendoline, et elle apparaîtra comme par magie. Pour vous inscrire à nos visios, c'est sur go.movadom.com/visio et toujours sur notre site movadom.com. Vous pouvez télécharger gratuitement le livre audio sur le déménagement pour les seniors et puis les différents podcasts sur le déménagement. Ça s'appelle Ça déménage. C'est coécrit avec Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin. Gwendoline, tu voulais dire un mot avant que je conclue? Non?
Ah, je t'entends pas. T'es muté, t'es muette. Oui, oui, je suis très contente du nouveau démarrage de cette saison. Bravo Frédéric, c'était extrêmement intéressant. Et puis Merci. non, je dirais quelques mots après la clôture de cette visio. Merci. Donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez envoyer un petit mail à contact@movadom.com et on vous répondra avec grand plaisir. Merci encore à la CNSA, merci à Home Transition pour la réalisation de cette visioconférence et merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, pardon, du département du Val-de-Marne et à la CNSA pour le financement de cette visioconférence. Restez là, je vais arrêter l'enregistrement et donc si vous voulez voir les questions qu'il y a après, venez nous retrouver en direct. À bientôt.